Le type à lunettes débarque enragé Kyung-bin. Le beau gosse du groupe ne lui a même pas accordé un regard de la journée. Il se sent comme un étranger qui découvre les potins sur son pote par des inconnus. Et même s'il fait genre que ça lui passe au-dessus à l'intérieur, ça bouillonne. Soudain, il pile net quand il le trouve là, en pleine rue. Le blond n'est pas seul. Il est avec une fille et on voit qu'il s'amuse. Le voilà, acceptant des cadeaux avec ce sourire de pub, pendant qu'il lui montre des trucs sur son téléphone. Le binoclard bouillonne rien qu'en voyant la tête radieuse du blond, et il décide que ça a assez duré. Il fonce direct ruiner le moment, avec la subtilité d'un camion sans frein. Juste au moment où il semble sur le point de s'enlacer, il l'intercepte et lui hurle dessus. Il lui reproche de distribuer de l'affection comme un père surprotecteur, mais bien sûr le gamin a tout interprété de travers. Le blond a la jambe bandée et sous l'élan, il manque de s'étaler par terre. Le type à lunettes le rattrape contre le mur, dans une pose digne d'un drama coréen, ce qui fait que la fille s'indigne tout de suite. Elle le traite de malpoli parce qu'il pousse les gens et lui précise que le blond n'est pas n'importe qui, mais un garçon très mignon. Pauvre type, il a voulu jouer les durs et s'est retrouvé complètement à côté de la plaque devant tout le monde. On dirait que la fille savait déjà qui il était et elle lui saute dessus avec une familiarité que le binoclard n'arrive pas à comprendre. Le blond lui confirme que c'est lui et l'autre reste figé, essayant de comprendre ce qui se passe. On voit que Kyung-bin est gêné et devient rouge, ce qui achève de convaincre le protagoniste. Ce gamin a déjà tout raconté et lui, il est là, en trop, comme un figurant qui ne sait même pas où se cacher. Mais la fille précise qu'elle n'est pas une concurrente parce qu'elle n'est attirée que par les hommes plus âgés et, pour finir, elle lui chuchote le détail fatal en fait. Elle aime les filles. Un rebondissement que le gars n'a pas vu venir, même avec ses lunettes. Il s'est monté tout un film de jalousie pour finalement découvrir que la jeune fille est juste une connaissance de longue date qui lui demandait même des conseils. Après une telle scène, ils finissent tous les deux dans un café pour décompresser. Kyung-bin s'excuse de ne pas avoir répondu au message, mais entre les vidéos et l'entraînement, il a mis les notifications en silencieux pour ne pas faire mauvaise impression. Mais le binoclard reste en mode détective et demande pourquoi ils sont si proches. Là, le blond explique que la fille veut entrer dans la police, mais que la partie physique lui pose problème. Il ne faisait que l'aider avec les techniques de combat parce qu'elle n'arrive pas à obtenir sa ceinture noire toute seule. Quand même, le type à lunettes ne se calme pas, et lui reproche qu'elle lui offre même des vêtements. La tension est palpable quand il lui demande pourquoi il a essayé de la serrer dans ses bras, lui rappelant qu'ils sont en couple maintenant. Kyung-bin, avec son air innocent, lâche que c'est une habitude et que s'il ne reçoit pas sa dose quotidienne d'affection, il se sent mal. En gros, le gamin est un golden retriever, s'il n'a pas son quota de câlins, il meurt. Le type à lunettes n'en revient pas des choses que dit ce blond avec cette expression si calme. Il lui propose que s'il manque autant d'affection, il la lui demande à lui. Mais Kyung-bin a peur qu'on les voie à l'école. Le protagoniste en a assez de se cacher et lui dit qu'il se fiche qu'on les découvre, qu'il préfère ça plutôt que de le voir enlacer n'importe qui, en lui jurant que son câlin de tout à l'heure était le meilleur moment de sa journée. Kyung-bin finit par le faire craquer. Comme l'autre est une véritable crème, Kyung-bin s'en veut d'être aussi toxique et finit par céder, rongé par la culpabilité. Il accepte qu'il lui colle au basque au lycée, mais à une condition: les marques d'affection, c'est uniquement pour lui ou la famille. Il s'assure de bien marquer son territoire avant que le blondinet ne soit pris d'une crise de tendresse envers le premier venu. La télé ne parle que de ça, une histoire touchante pour réchauffer les cœurs en plein hiver. Un élève du lycée Mium aurait trouvé un sac plein de billets et, au lieu de s'en mettre plein les poches, il est allé tout rendre au commissariat. Le propriétaire a bien essayé de le récompenser, mais le gamin a joué la carte de l'humilité en disant que n'importe qui en aurait fait autant. Un vrai saint. Pour soigner son image, la police a profité de ce coup de pub gratuit pour lui remettre un diplôme d'honneur. Et voilà Lee-Han avec une tête à vouloir être n'importe où, sauf ici, pendant que le commissaire prend la pose fièrement à ses côtés. Depuis, tout le bahut l'a surnommé l'ange de Noël. Comme personne ne croit qu'elle le connaît vraiment, une de ses camarades le mitraille de photos en douce pour alimenter ses réseaux. Saoulée de servir de trophée, Lee-Han finit par lui arracher le téléphone des mains, même si elle insiste sur le fait qu'il est devenu la mascotte du quartier et qu'il doit un peu se montrer. Pour couronner le tout, ses potes le charriaient en disant qu'avec son air impassible, il ressemble plus à un vieux sage illuminé qu'à un ange. Et ça ne s'arrange pas quand on lui annonce que le lycée veut faire de lui l'égérie de leur site officiel. N'ayant aucune envie de jouer les jolis cœurs, Lee-Han fonce en salle des profs pour stopper le massacre avant qu'il ne tapisse les murs avec sa tronche. Il entre prêt à faire un scandale, mais le prof l'accueille avec des projets radicalement différents. Sans lui laisser placer un mot, il lui présente Baek Yugon, un élève qui était en congé maladie depuis la rentrée. En découvrant le nouveau, Lee-Han reste sans voix entre son masque et son regard vide. Le mec est plus pâle qu'un fantôme. Vu que Lee-Han a la réputation d'être l'ange de service, le prof lui refile le bébé et le nomme tuteur, persuadé que c'est l'élève le plus fiable pour le job. Lee-Han aimerait juste qu'il arrête ses flatteries pour ne pas arriver en retard, mais le prof prend congé d'une tape dans le dos, les laissant dans un silence de mort. Lee-Han tente de se montrer amical, mais à peine lui effleure-t-il la manche que le nouveau le calme net avec un regard noir. Il lui balance direct qu'il a horreur qu'on le touche.
forçant presque notre héros à s'excuser d'exister. En marchant, il remarque que le type est une vraie brindille. Il est si maigre qu'on dirait qu'une bourrasque pourrait l'envoyer dans le décor. Il reste 2 minutes avant la sonnerie et Lee-Han commence à stresser pour l'heure. Sauf que le gars au masque est moins pressé qu'un retraité. Il lui sort qu'il ne compte pas courir puisque de toute façon les profs sont toujours les derniers arrivés. Lee-Han insiste, arguant qu'il doit veiller sur lui comme ordonné, et c'est là que Yujon sature. Il se rapproche de lui de façon intimidante et lui fait comprendre que ses états d'âme, il s'en contrefiche. Pour éviter tout contact direct, Lee-Han finit par l'attraper par son sac à dos et le traîne à travers tout le couloir, arrivant pile dans la classe au moment où la cloche retentit, sous les moqueries des autres qui lui rappellent la fois où il aurait soi-disant pleuré à cause d'un retard. À peine sont-ils entrés que les curieux se jettent sur le nouveau pour l'interroger sur sa santé, mais Yujon se braque immédiatement et les envoie balader sans prendre de gants. L'ambiance devient si pesante que le prof entre en demandant s'ils sont en plein deuil ou pourquoi il fait un froid pareil dans la pièce. Lee-Han l'observe depuis son bureau, passant de l'agacement à la pitié en un quart de seconde. Il se dit qu'arriver en cours d'année doit être un sacré calvaire, mais son empathie tourne court. Après tout, si le nouveau a décidé de jouer les asociaux, c'est son problème, il n'a qu'à se débrouiller. Et puis, si le nouveau attire tous les regards, on lui fichera peut-être enfin la paix à lui. Lee-Han se prépare à partir pendant que sa mère se rengorge comme un paon, toute fière d'avoir un fils célèbre. Elle a une réunion de parents d'élèves et elle jubile tout le monde, veut soudain devenir pote avec la mère de la star du lycée. Lee-Han file en cours en la suppliant de ne pas forcer sur la boisson, parce que c'est toujours lui qui finit par devoir s'excuser pour ces scènes embarrassantes. En sortant, il a la confirmation que les murs de l'immeuble sont en carton, il entend parfaitement la grand-mère d'à côté hurler sur le jeune Nara, tout en lui coupant les cheveux de force. Le pauvre vieux n'est même pas tranquille dans sa propre chambre. À peine entré en classe, un camarade blondinet, plus porté sur le drama qu'une série Netflix, lui saute au cou. Apparemment, le nouveau Baek Yujon a débarqué avec une attitude ultra froide, et il est devenu le seul sujet de conversation du salon. Comme il s'ennuie, les autres ont lancé un défi à aller parler au nouveau pour voir qui tiendra le plus longtemps face à son air patibulaire. Yujon les remballe les uns après les autres. Certains disent qu'il est timide, mais la vérité c'est qu'il a autant envie de socialiser qu'un lundi matin à 7 heures. Le roi du drama pousse Lee-Han en avant pour que ce soit son tour de tenter sa chance, pendant que le reste de la classe s'installe au premier rang pour savourer l'humiliation à venir. Lee-Han sort sa diplomatie habituelle en expliquant que tout le monde veut juste être sympa, mais le nouveau le coupe net sans prendre de gants. Notre protagoniste reste planté là, se sentant comme un idiot d'avoir voulu jouer les médiateurs. Mais alors qu'il s'apprête à laisser tomber, l'autre finit par baisser la garde. Il s'excuse d'avoir été si sec et avoue qu'il était trop pressé pour remarquer sa présence, une façon très polie de lui dire qu'il est tellement invisible qu'il n'avait même pas capté qu'on lui parlait. Lee-Han passe alors en mode mélodrame et prend tout beaucoup trop au sérieux. Il commence à s'inquiéter pour les marques que porte Yug Jeon et lui sort que si ses parents le voient dans cet état, ils vont direct s'imaginer qu'il se fait harceler. Yujon n'en peut plus et lui dit de circuler, que les excuses suffisent. Mais Lee-Han ne bouge pas d'un iota. Il s'en fait tellement qu'il propose même de lui payer le médecin pour ne pas inquiéter sa famille. Le gars ne réalise pas que l'autre n'a qu'une pauvre égratignure. Il est tellement borné que si Yujon lui avait dit qu'il était mourant, il lui aurait sûrement demandé ses papiers de mutuelle pour commencer à régler l'enterrement. Yujon ne comprend pas comment il a pu prendre ce commentaire sur le harcèlement autant à cœur. Le garçon ténébreux lui demande de s'approcher et l'autre, persuadé que la sentence va tomber, avance le visage en attendant l'impact. Mais Yujon lui tapote juste le front pour enlever une trace de craie. Il lui balance qu'il a l'air d'un imbécile et qu'il devrait arrêter de se faire des films pour un bleu qui n'est rien du tout. Il le prie de dire aux autres lourdeaux de se calmer un peu et s'en va, laissant Lee-Han avec le cerveau totalement buggé. Pendant ce temps, les autres n'ont pas perdu une miette du spectacle, comme s'ils étaient devant un film avec du pop-corn. Ils n'en reviennent pas que l'asocial de service ait eu la plus longue discussion de sa vie et soupçonnent même Lee-Han de l'avoir intimidé. Lee-Han retourne s'asseoir, les neurones grillés et le regard complètement vide. Ses potes lui demandent ce qu'il s'est passé, mais le pauvre est totalement déconnecté de la réalité. Yujon en profite pour aller aux toilettes, se passer de l'eau sur le visage et faire redescendre la pression. Il se dit qu'au moins, tant que tout le monde fixait le phénomène, lui a pu passer sous les radars. Notre ange de Noël veut juste préserver son image et ne surtout pas être associé au nouveau. Manque de bol, la chance n'est pas de son côté en sortant. Il retombe nez à nez avec lui dans l'ascenseur. C'est ce genre de malaise pesant où les regards s'attardent et où le silence s'étire à n'en plus finir. On dirait que le destin s'acharne à vouloir les faire interagir. Affalé en pyjama, Yujon lâche l'info l'air de rien, un de ses camarades de classe habite sur le même palier. Sa mère, en pleine séance de sport, manque d'en tomber à la renverse tant elle est ravie. Elle se prend déjà à rêver que son fils s'est enfin trouvé un ami. Mais pour lui, le lycée n'est qu'un défilé de gens bruyants et sans le moindre intérêt. Même s'il lui assure qu'ils se sont à peine parlé, il a déjà catalogué Lee-Han comme un type d'une banalité affligeante. C'est le moment que choisit le père pour rentrer, mais personne ne le calcule. La nouvelle du voisin a tellement monopolisé l'attention qu'il fait désormais partie du décor. De l'autre côté du couloir,
Li-Han est vautré sur son lit, ressassant leur rencontre. Il n'arrive pas à croire que le bizarre au masque vive à 2 mètres de chez lui. Il rumine encore cette attitude hautaine qui lui est restée en travers de la gorge. Rentre bien, lui avait-il lancé avec un petit sourire qu'il avait laissé sans voix. Li-Han a décidé qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec ce gars, mais sa propre maison n'est pas vraiment un refuge. Sa mère rentre d'une réunion de parents d'élèves avec un ego surdimensionné. Elle a montré à tout le monde les vidéos de l'époque où il était le célèbre ange de Noël, ruinant sa réputation devant tout le quartier en un claquement de doigts. Elle lui répète qu'il est sa fierté, mais tout ce qu'elle gagne, c'est que le pauvre garçon a envie de s'enterrer vivant. Il décide de clore le débat autour d'un repas pour calmer le jeu, même si ces discussions finissent toujours par lui donner la migraine. Le lendemain, la poisse rattrape Li-Han dès l'aube. Il tombe nez à nez avec Hujon en sortant de l'appartement. Et l'autre semble d'humeur bavarde aujourd'hui, car il lui colle au basque tout le long du trajet vers le lycée. Il lui sort l'excuse la plus bidon du monde, puisqu'ils vivent dans le même immeuble. Autant faire chemin commun. C'est louche, peu importe comment on tourne la chose. Hujon profite de la marche pour lui lancer une pique, demandant s'il est vrai qu'il se met à pleurer dès qu'il arrive en retard. À cet instant, l'image d'ange parfait de Li-Han finit direct à la poubelle à cause des ragots. Le gars au masque lui dit alors de ne plus l'attendre et s'éclipse, le laissant là, planté avec une rage qu'il a bien du mal à contenir. En classe, la situation ne s'arrange pas. Un camarade ne lâche pas son bureau d'une semelle et l'abreuve de conseils, le couvant d'une attention presque suspecte. Pendant ce temps, le reste de la classe raconte que Li-Han est un saint pour avoir essayé de se lier d'amitié avec le nouveau bizarre. Aux yeux du monde, il reste l'exemple type du bon élève qui prend les marginaux sous son aile. De retour chez lui, il tente d'oublier sa journée en mangeant des fraises en pyjama. Mais sa mère surgit avec une mission parfaite pour lui gâcher sa soirée, il doit se changer pour aller distribuer des gâteaux de riz aux voisins. C'est un traquenard, pur et simple. Elle veut juste utiliser son image de fils idéal pour briller auprès de tout l'étage et s'assurer que les autres mères continuent d'envier son trophée vivant. Li-Han se retrouve devant la porte de son voisin, réalisant qu'il sert de bouclier social. Sa mère l'a envoyé faire la tournée uniquement pour frimer, parce que rien ne renforce plus les liens familiaux que de transformer son fils en livreur gratuit pour nourrir son propre ego. Le moral à zéro est lassé de jouer la comédie pour les autres, il se dit que ses services rendus à la famille finissent toujours par se retourner contre lui. Franchement, c'est abusé de se servir de son gosse comme coursier juste pour se faire mousser. Puisque Li-Han a dû se taper la corvée des gâteaux de riz pour que ses parents se fassent bien voir par tout l'immeuble, lâchez un max de leaks pour que la vidéo tourne dans tout le quartier. Abonnez-vous pour ne rien rater du drama et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte la prochaine fois. Allez, salut!